Mesdames, Messieurs, bonsoir. La rédaction de Canal 7 Télévision est heureuse de vous savoir nombreux pour le décryptage de l'actualité africaine. Une semaine d'actualité sur le continent africain marquée notamment par de nouvelles violences au Burundi et le retour devant la scène de l'épidémie Ebola. Pour ce nouveau numéro de l'émission 77 minutes, le fait politique reviendra sur la difficile application de l'accord de paix entre les Maliens. Le fait économique s'arrêtera sur la Côte d'Ivoire qui vient de franchir un nouveau palier dans son économie avec l'inauguration de sa première usine de transformation de cacao. Le fait social nous amènera au Gabon où le commandement en chef de la police nationale a décidé d'aller en guerre contre les policiers véreux et coupables de dégradation de l'image de ce corps. Le fait sanitaire, c'est cette situation en Afrique de l'Ouest où l'on croyait le virus Ebola éliminé notamment de la Guinée et où de nouveaux cas ont été récemment diagnostiqués. Aux environs de 21 h, nous aurons Dina Koussou pour les principaux titres de l'actualité. Il y aura évidemment des brèves avec l'environnement, notamment avec ce trafic de peau de panthère au Gabon qui met en cause un vieux prêtre de l'église catholique dans le diocèse de Yem, mais aussi la décision du gouvernement zambien d'autoriser à nouveau la chasse aux lions et aux léopards, suscitant ainsi l'ire des organismes de lutte contre le braconnage. Et sur ce plateau, Michel Épée qui est de retour, il est l'éditorialiste principal de cette émission. Michel, bonsoir. Bonsoir, Samperode. Et également Abdoulaziz Maïga qui a traité tout au long de cette semaine la question des accords du Mali. Commençons avec la photo de la semaine en tout cas, et elle nous vient du Burundi. Elle illustre malheureusement l'assassinat d'un opposant, Zedi Ferouzi, le président de l'Union pour la paix et la démocratie. Il a été tué par balle alors qu'il rentrait chez lui dans le quartier de Ngangara, à Bujumbura. Son corps ensanglanté et celui de son garde du corps gisaient devant son domicile. Ferouzi a reçu plusieurs balles, dont une dans la tête, depuis les 4 semaines de crise que traverse le Burundi. C'est la première fois qu'un leader d'opposition est assassiné. En attendant l'identification des auteurs, l'État est déjà dans le collimateur de la société civile et de l'opposition. Alors, Michel Épée, qu'est-ce que cela vous inspire, cette photo, du moins cet assassinat de l'opposant d'un petit parti politique, hein? Écoutez, nous pouvons que déplorer cet assassinat pour le moins tragique, qui va enraciner, ma foi, nous le déplorons une fois de plus avec beaucoup de force, l'escalade de la violence qui n'a pas cessé depuis plusieurs semaines d'être le théâtre de ce petit pays. Alors, Abdoulaziz Maïga, puisque vous êtes là, on va évoquer tout à l'heure votre sujet, oui. Mais par rapport à cette photo de la semaine, dans un contexte d'arrestation, de matraquage et d'intimidation, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce genre de scénario? Écoutez, aujourd'hui l'assassinat de Ferouzi marque beaucoup de gens parce que c'est un opposant d'un petit parti politique, mais cela c'est pas tout simplement parce qu'il est l'opposant d'un petit parti politique, mais c'est parce qu'il y a mort d'homme. Et aujourd'hui, il faut savoir que le quartier dans lequel résidait Ferouzi, c'est-à-dire Ngangara, Ngangara représente aujourd'hui un quartier de tension, un quartier de foyer et de tension. Et depuis le 25 avril, chaque jour, il y a des tensions quotidiennes dans ce quartier. Et aujourd'hui, ce n'est que prévisible. Si Ngangara est mort aujourd'hui, d'autres personnes pourraient être aussi écopées, tel que il a été tué. Mais déjà dire que ce quartier est sous tension, et vendredi déjà, il y avait déjà 3 personnes qui ont été tuées dans ce quartier de Ngangara qui est devenu un foyer de tension au Burundi. Alors, Michel Épée, on se rend compte que la situation ne se calme pas du tout au Burundi. Pourtant, le président Pierre Nkurunziza a tenté de calmer les résistants en annonçant notamment le décalage de la date de la tenue des élections législatives. Mais dans le même temps, on a l'impression qu'il activait également la fibre de la violence, dans le sens où, effectivement, après le coup d'État, il s'est mis à... En tout cas, ces hommes ont mis la main sur un certain nombre d'opposants, sur des militaires, sur ceux qui sont censés avoir participé au putsch. Est-ce que Pierre Nkurunziza est plus dans une dynamique de calmer le jeu, ou bien avec ces actes que l'on constate et qui suscitent beaucoup de questionnements, il est plutôt dans une dynamique où il va finir par déclencher des violences beaucoup plus importantes? Écoutez, je pense d'abord qu'il faut souligner le fait qu'avant les accords d'Arusha, le pays était déjà déchiré par des guerres tribales et ethniques, et que nous craignons fort que ces éléments supplémentaires que l'actualité a développé ces derniers jours nous ramènent dans ce contexte. Alors, pour répondre donc directement à votre question, il me semble donc que le 13 mai dernier était un marqueur tout simplement parce qu'effectivement, dès lors qu'il y a eu le coup d'État, tout ce qui
se poser encore des questions par rapport au fait qu'il n'y avait pas que l'opposition et la société civile qui étaient contre Nkurunziza, il y avait une grande partie de l'armée. Et que le général putschiste en a fait la démonstration en tentant de prendre le pouvoir. Alors il me semble donc que Pierre Nkurunziza est dos au mur. Il y a deux possibilités de mon modeste point de vue. Soit effectivement il signe la fin de la partie en donnant sa démission, parce qu'il ne souhaiterait pas que le pays se délite davantage et va irréversiblement vers une guerre civile. Soit effectivement il continue à s'entêter à rester au pouvoir. Et je ne saurais dire exactement de quoi les lendemains seront faits dans ce pays. Alors, c'est quand même le président d'un petit parti politique, on entend par petit parti politique, un parti qui n'a peut-être pas d'élu, du moins qui n'a pas une grande influence sur l'échiquier politique national. Mais cet assassinat a quand même eu le don d'irriter l'opposition, et cette opposition et la société civile se sont retournés vers le pouvoir en place et semblent accuser le pouvoir en place. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Pierre Nkurunziza pourrait en arriver là? Non, pour le monde, on ne peut rien dire parce qu'il y a les enquêtes qui sont... Alors, d'où vient le coup alors? D'où vient le coup, on ne sait pour le moment, mais ce que l'on peut dire présentement, c'est qu'il y a des enquêtes qui sont déjà menées, mais nul ne sait qui a mené le coup. Mais déjà, il faut dire que l'opposition pointe d'un droit accusateur le pouvoir, c'est-à-dire l'État. Et par rapport aux différentes exactions qui ont été commises sur les médias, vous savez qu'il y a des médias qui ont été saccagés, et certains observateurs estiment que ces médias étaient les porte-voix du peuple. Et si on arrive à tirer sur des médias, aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens qui tirent sur ces médias qui peuvent aussi encore tirer sur cet opposant qui a perdu l'âme la nuit dernière. Alors, Michel Epée, pour boucler sur ce sujet, l'un des témoins, un journaliste qui était visiblement avec Férouzi, le président du parti assassiné, indique qu'il a vu effectivement des hommes en habits militaires ou de policiers. En fait, selon lui, il s'agirait des membres de la garde présidentielle, ce que le gouvernement, ou du moins la présidence, a rapidement contesté. Est-ce que ça peut être une piste dans l'enquête qui va être menée? Vous avez quelque chose de savoir qui profite le crime. À qui profite le crime alors? Je pense qu'il serait pour le moins maladroit, si ce n'est suicidaire, pour Pierre Nkurunziza d'avoir commandité ce crime, il me semble. Il n'a aucun intérêt que ce soit lui dans ce contexte de tensions exacerbées. Et la deuxième chose qui nous interpelle tous, même si c'était le cas, à moins effectivement qu'il ait perdu toute lucidité, voit très mal comment il aurait pu instrumentaliser ses troupes pour aller jusqu'à ce type de violence politique qui, dans tous ces pays-là, ont toujours été l'élément qui a ouvert la boîte de Pandore à toutes les autres actions. Alors, je suis pour le moins circonspect par rapport au fait que alors, il y a plusieurs hypothèses. Soit ce sont des éléments incontrôlés de l'armée qui sont, parce qu'on s'est rendu compte qu'autour de Pierre Nkurunziza, il y a un noyau dur de faucons qui ne transigerait pas pour faire entendre raison le peuple par tous les moyens. Et il y a un peu ce qu'il appelle, comme certains de ses conseillers, à mettre la pédale douce. Mais je reprends donc la première question. Il me semble que le crime ne profiterait pas à Pierre Nkurunziza, dans l'état actuel des choses. Alors, mais quant à vous dire effectivement de quelle signature porterait donc ce forfait, je suis dans les capacités de vous le dire. On va en tout cas attendre que l'enquête aboutisse, en espérant qu'elle va aboutir. Et en tout cas, le président Pierre Nkurunziza continue sa campagne en vue d'une éventuelle réélection, puisque son dossier a été accepté par la Cour constitutionnelle, ce qui défraie notamment la chronique dans ce pays. On parle de camps précaires au Burundi, on parle aussi de camps précaires au Mali, où on va pour le fait politique, dans ces pays où la paix a du mal à trouver une place. Quelques jours après la conclusion d'un accord de paix célébré avec faste à Bamako, la situation semble être toujours tendue au nord du pays.
de Ménaka à Tombouctou, le nord du Mali, est le théâtre de violents affrontements. La signature de l'accord ouvre la délicate étape, la mise en œuvre du processus de paix. Regardez ce reportage d'Abdoulaziz Maïga que l'on va retrouver tout de suite après. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu des pourparlers inclusifs intermaliens à Alger, a été signé le vendredi dernier sans la coordination des mouvements de l'Azawad dans une ambiance singulière. Négocié en Algérie, cet accord de paix censé restaurer l'autorité de Bamako dans le nord du Mali peine à être exécuté et rend incertaine la situation sur le terrain. Ce week-end, de nouveaux affrontements ont été signalés à Ménaka entre les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et les groupes armés favorables au gouvernement. Quelques heures plus tard, tôt ce lundi matin à Bambara-Maoudé, localité située à 100 km au sud de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays, des hommes armés de la CMA ont ouvert le feu sur les militaires maliens pendant qu'ils dormaient. Bilan, 3 soldats tués. Malgré l'accord de paix, la situation est toujours tendue à Ménaka avec souvent des affrontements réguliers entre la CMA et les groupes de la plateforme. Cette localité de la région de Gao a été conquise par les groupes armés pro-gouvernement à la fin du mois d'avril, provoquant une reprise des combats avec les groupes rebelles dans le nord. Ces derniers développements interviennent au moment où le débat sur l'impartialité de la MINUSMA est plus que jamais vif dans le pays. Pour certains observateurs, cet accord ne fait pas nécessairement l'unanimité. Si sa signature est un grand pas vers le chemin qui mène à la paix, le plus important et périlleux reste aujourd'hui la mise en œuvre. Voilà, au Mali, donc, l'accord ne fait pas l'unanimité. C'est en tout cas ce que nous disait Abdoulaziz Maïga. Qui est sur ce plateau. Alors, Abdoulaziz Maïga, pourquoi l'accord ne fait pas l'unanimité? Et pourtant, ça fait plusieurs mois que les différentes parties prenantes de la crise malienne se rencontrent. Écoutez, l'accord ne fait surtout pas l'unanimité aujourd'hui et certains pourraient même dire que c'est l'accord des désaccords. Pourquoi? Parce qu'au prime abord déjà, cet accord a été signé dans une ambiance assez particulière. Et il faut dire tout simplement que l'accord, ils sont parvenus jusqu'à signer, mais cela ne respecte pas les clauses des revendications demandées par la coordination des mouvements de l'Azawad. Et du coup, aujourd'hui, on assiste encore à ce regain de tension parce que l'Azawad demande l'autonomisation de la partie nord du Mali, mais aussi demande une autonomisation économique de cette partie parce qu'elle se sent toujours lésée sur le plan économique, et d'où le regain de tension qu'on assiste aujourd'hui qui ne confirme pas le cessez-le-feu qui est l'un des projets de loi inclus dans cet accord qu'ils ont signé, mais ils insistent aussi pour dire que paraphé n'est pas signé et signé n'est pas paraphé, et du coup aujourd'hui on assiste à un jeu que personne n'arrive à comprendre. Michel Épée. Écoutez, tous les mouvements irrédentistes qui ont une forte connotation régionaliste ou tribale, que ce soit en Casamance hier, que ce soit dans un certain nombre d'autres pays aujourd'hui au Mali, ont toujours pour principale revendication la sécession. Et je vois très mal, compte tenu des enjeux que constitue l'intégrité territoriale du Mali, le gouvernement de Bamako céder sur ce point. La deuxième chose, c'est qu'un certain nombre de membres de la MCA ont sollicité une espèce de plan Marshall. Parce qu'il faut rappeler que cette partie du Mali est l'une des plus marginalisées en ce qui concerne tout le développement économique. Et Aziz Maghali a souligné avec force tout à l'heure. Et donc, il me semble donc que dans le rapport de force actuel, le mouvement des Azawad a tout intérêt à maintenir la pression pour obtenir le maximum possible avant de s'asseoir définitivement sur une table de négociation pour accepter ce que le gouvernement central de Bamako lui demande. Alors, quelles sont les factions, les groupes qui sont susceptibles de faire l'unanimité, du moins susceptibles de se mettre d'accord pour que la paix soit appliquée? Vous avez parlé du mouvement de l'Azawad, vous avez parlé effectivement du gouvernement malien, il y a d'autres groupes et factions, il y a d'autres acteurs de la crise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une, deux, trois parties prenantes qui peuvent se mettre d'accord pour que le processus de paix soit enclenché? Parce qu'aujourd'hui, le Mali est dans une situation où effectivement, à côté de l'accord, il reste quand même un gros problème en termes de sécurité, un gros problème en termes de dialogue et d'échange entre l'Azawad
entre les mouvements de l'Azawad et le gouvernement malien? Écoutez, je crois que l'une des problématiques les plus importantes dans cette partie du Mali, c'est de savoir qui est l'interlocuteur privilégié du gouvernement de Bamako. Et il se trouve aussi que dans la myriade de groupuscules qui parlent au nom de mouvements Touareg, il n'y a pas un qui est prédominant. Et je crois donc que dans la succession de surenchères qui ont vu le jour depuis plusieurs mois, le gouvernement malien se trouve dans une situation où, je ne dis pas qu'il a choisi son interlocuteur, qui est le mouvement de l'Azawad, mais il me semble que d'un point de vue simplement du dialogue direct, c'est ce mouvement qui a pris le leadership. Mais il ne me semble pas qu'il soit le plus représentatif des revendications des Touaregs de façon générale. Alors l'une des conséquences, c'est effectivement que cette situation sécuritaire favorise la circulation ou l'entrée au Mali des islamistes et terroristes. Effectivement, on le déplore tous. Vous savez que la situation qui prévaut présentement du côté du nord du Mali n'est que l'une des conséquences du chaos qui règne en Libye présentement. Alors, depuis que le chaos est en Libye, on a su constater, on a encore vu que les terroristes sont descendus dans la zone du Sahel et le Mali en paie les frais aujourd'hui. Et pour répondre à la question que vous venez de poser à Michel, je pourrais dire que la paix ne peut revenir que dans cette partie du Mali, que par un consensus engageant d'une partie l'État, mais aussi une partie les différents mouvements du nord du pays. Oui, mais ces différents mouvements, il y en a 4 ou 5. Il y en a 4 ou 5, mais ils sont représentés aujourd'hui dans ces pourparlers par la CMA, d'où la coordination des mouvements de l'Azawad. Mais s'ils ne se retrouvent pas dans ce mouvement, c'est qu'il y a problème. Parce que l'Azawad prend certainement, la coordination des mouvements de l'Azawad prend certainement le devant pour pouvoir revendiquer certaines choses, mais les autres sont derrière. Est-ce qu'ils arrivent à rentrer, à discuter sincèrement? Parce qu'apparemment, c'est comme s'il n'y a pas entente parmi ces différentes coordinations, ce qui bloque la machine de retour à la paix. Et je pense que ce n'est qu'à la suite d'un consensus véritable. C'est bien vrai qu'il y a eu les pourparlers d'Alger. Après 8 mois de discussion et 5 rondes, aujourd'hui on aboutit à une signature, mais qui n'est pas encore paraphée. Il y a beaucoup à faire, mais c'est déjà un grand pas dans le processus pour arriver à la paix. Et ces deux mouvements principaux, je parle de l'Azawad, de la CMA et de l'État, doivent s'entendre sincèrement, parler carte sur table pour pouvoir faire revenir la paix dans le nord du Mali, parce qu'il y a encore des revendications sincères que la CMA met sur la table. Non, je pense que pour compléter ce que dit Aziz, c'est qu'en fait, il y a dans le dispositif des négociations des maximalistes qui veulent que 10, 20, 30 points leur soient accordés. Il y en a qui sont beaucoup plus stratèges, qui estiment que sur 4 ou 5 points les plus importants, notamment pour ce qui est de l'autonomisation relative, de la représentativité d'un certain nombre de notables de cette partie de notre gouvernement au sein de l'autorité centrale à Bamako, et ainsi qu'une grande part par rapport au partage des richesses économiques. Alors je pense que sur 3-4 points, le mouvement de l'Azawad, qui est le principal interlocuteur, souhaiterait déjà que ces points soient pris en compte, alors que les autres mouvements qui sont plus marginaux, mais qui ont de personnalités charismatiques, pensent effectivement que c'est insuffisant. Alors on se souvient quand même qu'au début de cette crise malienne, le mouvement de l'Azawad avait déclaré ou annoncé l'indépendance de cette zone, ce qui a avorté rapidement compte tenu de la situation sécuritaire qui s'est présentée par la suite. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la solution pour le Mali n'est pas la scission? Écoutez, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école qui se réfère à ce qui s'est passé au Soudan. Parce qu'en même temps, tous les divisent. L'Azawad, c'est un peuple... c'est des Peuls, c'est des Touaregs. Oui. Au sud, enfin, pour être plus explicite, pour le ce sont les Bambara qui vous avez des Noirs, des Noirs au sud. Vous avez une histoire qui souvent qui est à la base différente. Les deux peuples n'ont pas évolué toujours ensemble. Vous avez un grand pays avec vraiment des extrémités, les plus 2 millions de kilomètres carrés. On a souvent parlé de la RDC comme un pays pratiquement ingérable, mais le Mali aussi est dans la même situation, en tenant compte aussi du fait que c'est quand même un pays désertique où il n'est pas facile de circuler. Est-ce que la scission n'est pas la solution au final?
Mais écoutez, je pense que pour un homme politique digne de ce nom, notamment qui a été élu il n'y a pas bien longtemps et qui a vu son prédécesseur partir justement à cause de ce problème, ce serait un échec cuisant que de céder sur l'intégrité territoriale de ce pays. Et je vois très mal comment le gouvernement de Bamako, représenté par Ibrahim Boubacar Keïta, céderait sur ce point. Et il ne me semble pas que ce serait possible, à moins d'aller vers une guerre civile de façon irréversible. Écoutez, aujourd'hui, voir le Mali divisé, ça va être vraiment un choc pour tous les Maliens. Et pas seulement pour les Maliens qui sont au nord ou encore qui sont au sud, mais pour tous les Maliens, même ceux de la diaspora, parce que le Mali aujourd'hui, quand on parle du Mali du nord, un Mali indivisible, c'est l'unité. Mais aujourd'hui, si on arrive à diviser le Mali, ce sera vraiment une défaite, non seulement pour les Maliens, mais pour toute la communauté internationale, parce que non seulement les différentes revendications ne seront pas résolues, parce que l'État ça va être comme un appendice de l'État central du Mali, mais les différentes questions du terrorisme seront toujours là. Moi, je pense que, comme le souhaite l'État central du Mali, Bamako, on va dire, dans ces pourparlers, le premier test déjà est déjà avantageux pour eux et ils ont milité pour ça. Pas d'autonomie pour le Nord. Et le test dit ceci, je cite, le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État malien, ainsi que la plateforme républicaine et son caractère laïque. Donc déjà, sur ce point, par rapport à cette signature qui a été faite tout récemment, je pense que c'est déjà un match gagné pour l'État central, parce que l'État central, je veux parler de Bamako, ne veut pas l'autonomie du nord du pays. En tout cas, si le Mali arrivait à se diviser, c'est Modibo Keïta qui se retenait dans sa tombe, le père fondateur de cette nation malienne. Alors, merci en tout cas Aziz Maïga pour le fait politique de cette semaine. On attend évidemment qu'il y ait des suites, on attend la suite des événements dans le nord du pays, éventuellement que tous les mouvements que constitue le mouvement de l'Azawad se mettent d'accord sur les accords. Nous allons passer au fait économique qui nous amène en Côte d'Ivoire, dans le pays d'Alassane Dramane Ouattara. Le cacao, en tout cas, peut déjà être transformé sur place. Alassane Dramane Ouattara, président ivoirien, a inauguré lundi la première chocolaterie en Côte d'Ivoire du groupe français C'est Moi, qui va transformer le cacao en tablettes de chocolat et en pâte à tartiner qui sera destinée au marché ivoirien avant tout. Un nouveau palier franchi par ce pays qui a une belle et longue histoire dans la production du cacao et du café. Judith Koindo. Une usine produisant industriellement du chocolat a été inaugurée lundi à Abidjan, une première pour la Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial de cacao, afin de stimuler et d'accompagner l'augmentation de la consommation locale. Nous avons souhaité que nous puissions, au-delà de la transformation en beurre et en pâte de cacao, de faire du chocolat pour les Ivoiriens, pour les Africains, surtout les Africains de l'Afrique de l'Ouest. D'un coût de 6 millions d'euros, l'usine d'une superficie de 2000 m² et d'une capacité de production de 10 000 tonnes par an va fabriquer pour la première fois à l'échelle industrielle du chocolat Made in Côte d'Ivoire. Patrick Poirier, PDG du chocolatier C'est Moi, a espéré que l'arrivée d'une nouvelle chocolaterie chez le premier producteur mondial de cacao permettra aussi aux planteurs ivoiriens d'accéder enfin au plaisir du chocolat. En fait, ce qui est intéressant dans le marché sous-régional et son développement, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une population qui va pratiquement être la population européenne qui peut être adressée aujourd'hui dans ce marché ouest-africain. Donc ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir travailler d'abord sur la Côte d'Ivoire, mais bien sûr de pouvoir exporter sur ce marché sous-régional qui lui aussi est en croissance. La Côte d'Ivoire, avec plus de 35% des récoltes mondiales et une production record de plus de 1,7 million de tonnes en 2014, entend s'imposer dans d'autres secteurs plus lucratifs de cette industrie. Elle est en train de devenir le numéro 1 de la transformation de fèves, selon des estimations de l'Organisation internationale du café et du cacao. Une chocolaterie pour un pays qui produit du cacao à grande échelle depuis plusieurs décennies, Michel Épée. Alors, Judith Koindo nous a rejoint. Judith, bonsoir. Bonsoir, Safog. Alors, qu'est-ce que cette chocolaterie va apporter à l'industrie cacaoyère ivoirienne?
Simplement, avant de répondre à votre question, j'aimerais souligner que le groupe CEMOI est une entreprise agroalimentaire française spécialisée dans la transformation du chocolat et de confiserie. C'est une filiale qui a son siège à Perpignan. Alors, sa filiale destinée aux professionnels emploie environ 180 personnes avec un chiffre d'affaires de près de 375,5 millions d'euros. Aujourd'hui, le groupe CEMOI travaille avec 22 partenaires coopératifs et avec la Côte d'Ivoire dans le fait de l'inauguration de cette usine de chocolaterie. Alors, pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que transformer localement, c'est créer plus de valeur localement, c'est donner des emplois aux Ivoiriens, c'est apporter plus de valeur aux ressources de l'État et pour finir, je dirais, c'est contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Alors Michel Épée, quelles sont les capacités de cette usine? Peut-être que Judith en sait mieux, mais est-ce que vous pensez qu'elle va rapporter suffisamment d'argent aux caisses de l'État ivoirien? Écoute, je crois, avant de répondre à votre question, il faut souligner que cet acte supplémentaire parachève un peu la stratégie industrielle dont Houphouët-Boigny avait rêvé, Henri Konan-Bédié aussi, c'est Alassane Ouattara qui l'a fait. Alors donc je pense que pour un pays qui est premier producteur du cacao de longue date, il avait un retard assez crucial parce que l'ensemble de sa production était destiné à d'autres pays qui transformaient le cacao. Alors donc ce que je crois... je dis que nous tenter d'apporter comme élément de cette actualité, en parlant effectivement du groupe CEMOI, c'est que c'est l'un des leaders européens en matière de chocolat, que ce soit d'un point de vue qualitatif que du point de vue de la production. Donc les autorités ivoiriennes lancent un signe par rapport à la qualité, en disant effectivement qu'ils veulent produire certes du chocolat, mais ils veulent le faire... il veut faire du chocolat first class. Alors, Jules Kaoundé, je reviens vers vous. Quelle est la capacité de cette usine? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme production annuelle de cette usine? Et surtout, qu'est-ce que cette usine, ou moins la production, va rapporter aux caisses de l'État? Parce qu'on voit bien que c'est une entreprise française. L'essentiel des dividendes ira certainement dans les caisses de l'État français, du moins de l'entreprise. Mais à la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça va rapporter? Alors, cette usine est installée sur une superficie de 2000 m². L'usine, comme je disais tantôt, va employer une centaine d'Ivoiriens. Et le groupe CEMOI va également profiter pour approvisionner le marché local. Alors, il est déjà installé depuis en Côte d'Ivoire sous le label Aquaba. Sous les produits fabriqués sous le label Aquaba. Et le groupe CEMOI, je dirais, a une capacité de production de près de 10 000 tonnes. De près de 10 000 tonnes et il est présent grâce, comme je disais, aux produits fabriqués sous le label Aquaba depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. Et donc, pour le lancement de l'usine en Côte d'Ivoire, il a investi près de, je dirais, si je ne me trompe pas, 6 millions d'euros. Donc, je dirais c'est beaucoup pour le lancement déjà de cette usine en Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire a quand même une longue histoire avec le cacao. On l'a relevé, le boom pétrolier, le boom cacaoyer dans les années 50, porté par Houphouët-Boigny pendant 30-40 ans. Et aujourd'hui, on peut être étonné quand même de voir que c'est une industrie, enfin une entreprise française qui vient ouvrir une chocolaterie. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'en a pas les moyens? Ou bien c'est simplement que la Côte d'Ivoire préfère laisser les Européens, les Français faire? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens? Est-ce qu'elle a d'ailleurs l'ambition de lancer des usines de chocolaterie qui donneraient un plus aux matières premières, enfin au cacao, puisque on sait tous que l'industrialisation, du moins l'enrichissement des États passe aussi par la transformation locale des matières premières? Écoutez, je pense que le débat ne se pose pas de ce point de vue-là. Il faut plutôt essayer de parler de saut qualitatif. C'est-à-dire qu'il est une chose d'être producteur de matières premières, il en est une autre que d'avoir le savoir-faire. Et je pense après 50 ans, la Côte d'Ivoire aurait pu avoir... Oui, disons que il faut être avant les éléments de 90. Je pense qu'une stratégie avait été mise en place, qui a été perturbée déjà par le processus démocratique, puis il était très très malade. Il a disparu par la suite, et puis il y a toutes les séquences de violence politique. Ouais. Donc ce pays a été le théâtre pendant près de 1999 à 2010 quasiment. Alors je crois donc que
telle qu'elle était restée à l'État en 2000 lors de l'élection de Laurent Gbagbo, elle a été reprise, c'est-à-dire je parle de la stratégie industrielle, lorsqu'Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. Et je pense qu'au-delà du retard, le plus important, c'est, en allant du point de vue de Judith, c'est de l'avoir fait, et de l'avoir fait de façon qualitative. Et je crois que c'est ce qu'il faut souligner. C'est-à-dire que le pays n'avait pas en matière de savoir-faire la technologie nécessaire pour en arriver à ce niveau de qualité. Alors Judith Koindo, vous suivez beaucoup l'actualité économique en Côte d'Ivoire, puisque chaque semaine vous nous produisez 2 ou 3 reportages sur l'économie ivoirienne. Est-ce que, au fond, on peut dire que la Côte d'Ivoire connaît une renaissance économique avec cet exemple-là? Oui, avec l'usine de chocolaterie, je disais que la Côte d'Ivoire tente de se mettre en première position. Il investit désormais dans l'usine de chocolaterie, ce qui n'est pas une première parce que déjà en 2013, en mars 2013, le président Ouattara avait déjà inauguré aussi une usine pour une entreprise singapourienne, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne veut pas seulement rester dans le fait de cultiver du cacao, mais il rentre maintenant dans la transformation de cette matière qui est le cacao. Et pour parler pas seulement de la Côte d'Ivoire, nous savons que l'Afrique a beaucoup de richesses naturelles. On parle du pétrole, on parle des métaux précieux, on parle du bois au Gabon. Et aujourd'hui, les pays africains cherchent de sortir de cette monotone-là. Et on prend le cas de Côte d'Ivoire avec son cacao. Alors, Michel Épée, est-ce que la Côte d'Ivoire peut être perçue comme un modèle économique en Afrique noire francophone? Mais je pense que jusqu'à la fin des années 90, le pays était fort bien parti. C'est l'irruption des séquences politiques douloureuses que nous ne plaisons pas évoquer ici, mais qu'il faut de temps en temps rappeler, qui a mis un coup d'arrêt à l'embellie économique que le pays connaissait. Alors, mais je vais simplement rappeler aussi que c'est Alassane Ouattara qui a, à l'orée des années 90, qui avait inauguré ces stratégies. Et je pense aussi que c'est un signe du destin, que ce soit lui aussi qui vient parachever ces stratégies qui avaient été mises en place et qui avaient été appelées de ce fait par Houphouët-Boigny. Alors, donc, il me semble donc que avec le Nigeria, quand on parle de pôles régionaux, le pays est l'un des leaders et l'une des locomotives de la CEDEAO par rapport justement au secteur économique que vous évoquez. Et donc je crois que, comme se plaisent à dire les autorités ivoiriennes lors des grands colloques ou des grandes messes économiques, Ivory Coast is back. Ça veut dire, je pense simplement que la Côte d'Ivoire est de retour sur l'échiquier économique, non simplement de l'Afrique de l'Ouest, mais de tout le continent. Très bien, merci Michel Épée, merci Judith Koindo. La Côte d'Ivoire est de retour sur le plan économique. En tout cas, elle inaugure là une nouvelle phase de son économie en transformant son cacao sur le territoire ivoirien. Nous allons passer au fait social de cette émission. Au Gabon, les policiers sont désormais dans la ligne de mire de leur commandement en chef. Le général Jean-Clotaire Thierry Oyezué a annoncé en fin de semaine dernière la mise en place d'un numéro vert et de caméras insérées dans les voitures de police. Le commandant en chef des forces de police nationales entend par ces mesures redorer le blason du corps qu'il dirige. Depuis plusieurs années, de nombreux policiers jouent les ripoux et les pourris, assurant bien plus leur bien-être que la sécurité des personnes et des biens. Un reportage d'Uriel Abaga que nous allons retrouver tout de suite après. Vendredi dernier, au cours d'une cérémonie de prise d'armes au camp de la Fopie dans le 5e arrondissement de Libreville, le général de division Jean-Clotaire Thierry Oyezué a annoncé aux hommes de rang, aux sous-officiers et officiers présents la mise en place imminente d'un numéro vert et de caméras dans les véhicules de police. Ces mesures qui visent à traquer les policiers sans scrupules et peu soucieux de l'image qu'ils renvoient ont été prises par le commandant en chef pour faire remonter la profession de policier dans l'estime des populations. Le général Oyezué a condamné avec fermeté le manque de professionnalisme des policiers gabonais. Il a tenu principalement à dénoncer un accoutrement négligeable, l'état d'ivresse de certains agents sur la voie publique et en uniforme, l'absence de courtoisie manifestée par le tutoiement immédiat des personnes appréhendées, les contrôles systématiques des voitures à usage commercial avec réclamation et encaissement d'amende sur place, la perte ou la destruction des pièces présentées par les différents usagers de la route. Autant d'agissements qui n'ont contribué qu'à dévaloriser l'image du policier gabonais.
En fonction, depuis le 1er avril dernier, le général Oyezue a également décidé que le port des numéros matricules de poitrine est désormais obligatoire. Le numéro vert sera au bénéfice des populations qui pourront appeler pour dénoncer les agents de police communément qualifiés de pourris et les caméras embarquées permettraient de visionner leurs manquements tant décriés depuis des années. Le général Jean-Claude Thierry Oyezue ambitionne de mettre fin à tous ces manquements devenus ordinaires et de redorer ainsi le blason des forces de police nationales. Si cette initiative est couronnée de succès, ce serait un grand soulagement pour les Gabonais, quasiment tous victimes du manque de professionnalisme des agents de police et une aubaine pour le métier de policier qui a perdu de son prestige. Alors, Uriel Abaga, bonsoir. Bonsoir Saboro, bonsoir Michel. Alors, que dénonce très clairement le commandement en chef de la police nationale au Gabon? Le nouveau commandant en chef de la police gabonaise, qui est le général de brigade Jean-Claude Oyezue, dénonce le manque de professionnalisme des agents de police gabonais. Il a dénombré plusieurs mots qui minent le travail et qui nuisent à l'image des officiers de police. Et très concrètement? Très concrètement, il y a un habillement qu'il a jugé, un accoutrement qu'il a jugé négligeable, l'état d'ébriété, l'état d'ivresse, le fait de consommer de l'alcool pendant les heures de service et en tenue, et beaucoup d'autres manquements, c'est-à-dire des interpellations abusives, des demandes de paiement de rançon, pas de rançon, de paiement de taxes immédiatement aux usagers de la route appréhendés. Donc autant de mots dont les Gabonais sont coutumiers, parce que nous avons quasiment tous été victimes du manque de professionnalisme des forces de police nationale. C'est tous ces mots qu'il dénonce et qu'il s'est engagé à mettre fin. Alors dénoncer c'est bien, mais qu'est-ce qu'il compte faire très concrètement? Très concrètement, il y a la mise en place du numéro vert, et après le numéro vert, il y a les caméras embarquées dans les voitures de police. Je crois que les caméras embarquées serviraient de voir, de visionner tout ce que ces policiers véreux font sur le terrain, et le numéro vert serait au bénéfice des populations qui pourraient appeler à chaque fois qu'un policier s'est montré non professionnel sur le terrain. Michel Epé? Écoutez, je pense que de Douala à Boujar, passant par Bamako, Abidjan, Dakar, Ouagadougou, les représentants de forces de l'ordre, qu'on appelle de façon commune les policiers, se sont toujours illustrés par des raquets à ciel ouvert. Et je pense aussi donc que le commandant chef de forces de police gabonaise parle de mots très peu diplomatiques, à dénoncer de façon ouverte un peu ce qui est reproché à ces troupes. Et je pense donc que tous ceux qui ont, ces derniers jours, eu maille à partir avec la police gabonaise, je pense que n'en gardent pas un excellent souvenir. Alors, je dirais simplement donc il faut féliciter les autorités gabonaises qui prennent le taureau à bras le corps et qui souhaitent prendre des mesures radicales pour que non seulement l'image de la police gabonaise ne soit pas toujours écornée, mais que le citoyen, c'est-à-dire que les forces de l'ordre sont là pour des missions régaliennes, contribuer déjà à la sérénité, pour que la sérénité règne dans un pays, mais elles sont également pour protéger les citoyens et non pas pour maintenir la coercition. Alors, très clairement, le commandement en chef, ou du moins le commandant en chef, dénonce et est prêt à punir. Seulement, il faut essayer de comprendre aussi les policiers, ces hommes en habit. Est-ce qu'il n'y a pas un mal-être au sein de la police nationale? Qu'est-ce qui peut pousser ces policiers à agir comme ça? Parce que si la question n'a pas de réponse, je ne vois pas très bien comment ces policiers-là vont être redressés, quoi. Comme Michel Bébé le dit tantôt, le manque de professionnalisme, le caractère véreux qu'on prête à certains policiers, ce n'est pas un fait qui est propre au Gabon. Parce que même dans les pays les plus développés, même dans les plus grandes démocraties, on le constate. Ce qui peut l'expliquer au Gabon serait certainement le fait que c'est parce que à chaque fois que ces hommes sont questionnés sur leurs agissements, les réponses qui reviennent régulièrement sont des salaires qui sont bas, sont un niveau de vie qui ne leur permet pas de s'occuper de leur famille ou de se prendre en charge correctement. Donc c'est ces choses-là qu'il faudrait voir à la base et certainement réussir. Le recrutement aussi peut-être.
Oui, le recrutement aussi parce que nous avons constaté, moi d'abord en tant que Gabonais, nous vivons là au quotidien, nous voyons comment certaines choses se passent, que depuis un certain temps, les recrutements dans les forces, dans des corps de sécurité et de défense nationale ne se font plus comme il se faisait à l'époque. On prend un enfant qui est non scolarisé, qui a traîné à la maison pendant 5-10 ans, qui n'a plus de bouée de sauvetage, et on l'intègre dans un corps de sécurité ou de défense sans lui inculquer les valeurs, sans s'assurer qu'il fera un bon policier, un bon gendarme ou un bon militaire. D'ailleurs, il y a quelques mois, le général Léon Mistoul, qui était alors commandant en chef de la police nationale, a fait partir, a radié des effectifs de la police nationale certains policiers qui, au fond, pratiquaient des braquages. Est-ce que la situation que vivent les Gabonais aujourd'hui à travers les agissements des policiers, est-ce que ce n'est pas finalement une situation normale si on tient compte peut-être des qualités du recrutement? Est-ce que la base n'est pas, la question de base n'est pas celle du recrutement, Michel Épée? Mais je pense que Hugues Labaga a déjà évoqué vous-même le mal-être de cette corporation, et je pense que depuis de nombreuses années, elle est en état de précarisation avancée. Et Hugues Labaga, sous réserve de faire une enquête plus approfondie pour effectivement en sonder la profondeur, mais je pense que c'est une évidence. Et que, je le disais, sur l'ensemble des pays en Afrique, lorsqu'on évoque des problématiques du statut des armées et de la police, force est de remarquer qu'ils font un travail extrêmement ingrat, et qu'au-delà donc de la formation que vous avez évoquée, je pense que les conditions de vie ne sont pas du tout favorables. Parce que c'est des gens effectivement qui ont des familles nombreuses, c'est des gens qui travaillent dans des conditions très très difficiles. Mais il me semble que leur statut devrait être revu, et notamment leurs conditions de vie. Mais Michel Épée, plus qu'on en parle, les anciens quand même ont une autre idée de ce qu'étaient les policiers dans les années 50, 60, 70, même dans les années 80. La situation commençait à se dégrader dans les années 90. Les policiers ne sont peut-être pas moins bien logés que les enseignants, que les infirmiers, mais en même temps, c'est des gens qui, autant les policiers que les gendarmes, que les instituteurs, que les infirmiers, ont choisi d'exercer une sorte de sacerdoce. Et donc ça impose aussi un certain nombre de vertus comme l'honneur, comme le respect, comme la dignité. Mais, écoutez... même sans argent, on peut être digne. Mais, écoutez, et faire preuve d'honneur. Écoutez, c'est un sujet pour le moins délicat, au-delà du fait qu'il fâche naturellement les autorités dans tous les pays quand on évoque le statut de l'armée ou des forces de l'ordre. Mais je pense qu'il y a comme ça des problématiques récurrentes, qu'on soit à Alger, à Douala, à Dakar ou à Libreville. C'est la même rengaine de récrimination. Quand on interroge les membres de ces corporations, ils affirment qu'ils sont mal payés, ils sont déconsidérés par les citoyens, et qu'effectivement leurs conditions de vie sont pour le moins précaires. Et je crois donc que c'est bien sans doute d'avoir une exigence, que ce soit du point de vue de mœurs, de leur morale, de leur intégrité et de leur honorabilité, mais il est aussi une chose, que leur donner le moins de leur politique. Alors, ne connaissant pas très bien le statut de la police gabonaise, je ne m'aventurerai pas à parler effectivement du recrutement, mais toujours est-il que des enquêtes que Hugues Labaga a pu faire et des éléments que j'ai pu obtenir de vous, je pense effectivement que d'année à année, le profil même des policiers aujourd'hui est allé en se dégradant. Et que je pense donc le corps d'élite dont est en droit d'attendre les autorités gabonaises aujourd'hui ne peut pas tenir la route, simplement parce que effectivement les conditions dans lesquelles les recrutements sont faits ne sont peut-être pas en adéquation avec les exigences et les ambitions du gouvernement gabonais. Hugues Labaga, est-ce que les Gabonais peuvent espérer maintenant que les policiers s'occupent réellement de leur protection et de la protection de leurs biens? Je crois que les effets d'annonce sont symptomatiques de chaque arrivée au pouvoir, de chaque prise de fonction. Le général Oyezué est devenu commandant-chef de la police le 13 avril dernier, donc ça fait
pas 2 mois, ça fait quelques semaines qu'il est commandant en chef de la police. Il s'est engagé à redorer le blason de ce corps qui est censé être un corps d'élite. Dans l'une de mes lectures, je crois que c'était dans Comment devenir un stratège, ce qui est un recueil de pensées de Machiavel. Excusez-moi si ça peut fâcher. J'ai lu une phrase qui disait qu'un message ne passe mieux pour la population qu'une tête sanguinolente au-dessus d'un pieu. Je ne veux pas demander au général Oyezue d'être aussi brutal que le conseiller Machiavel, mais comme vous l'avez dit un peu plus tôt, de peut-être prendre l'exemple du général Mistoul, qui est l'un de ses prédécesseurs, qui a fait radier certains éléments de la police qui se sont rendus coupables de certaines exactions. Donc à chaque fois qu'un policier va se montrer non professionnel, va faire preuve de négligence, de paresse ou de désinvolture sur le terrain, je crois que son projet de caméra embarquée dans les voitures permettra de visionner ces policiers. Donc à chaque fois qu'il y aura une exaction constatée, il faut qu'ils punissent, il faut qu'ils sévissent pour que ça serve d'exemple aux autres agents des forces de police nationale qui seraient donc dans ce cas de figure effrayés et qui se garderaient de commettre des exactions qu'on leur reproche. Je compléterai ce que dit Yola Baga en disant simplement qu'il faut saluer la volonté du patron de la police gabonaise de mettre de l'ordre dans les rangs et que, justement, comme il le disait, l'idée de cette caméra embardée peut assurément apporter des solutions, même si la profession ne trouvera pas dans cet acte la résolution de tous ces problèmes. Alors merci Yola Baga, merci d'avoir évoqué avec nous ce sujet quelque peu délicat. Et maintenant, les Gabonais attendent simplement de voir comment ces décisions du commandant en chef de la police nationale, comment ces décisions s'appliquent très concrètement sur le terrain. Nous allons évoquer maintenant le fait sanitaire de cette émission. Alors que l'on croyait circonscrire le virus Ebola réapparaît. Mardi, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé 28 nouveaux cas d'Ebola recensés la semaine dernière en Sierra Leone et 7 autres en Guinée-Conakry, soit 4 fois plus que la semaine précédente. L'épidémie n'est apparemment pas terminée et les populations s'en inquiètent évidemment. Léa Atam. Le nombre des nouveaux cas d'Ebola en Guinée et en Sierra Leone a augmenté. 35 victimes ont été recensées la semaine dernière dans 6 districts de Guinée et de Sierra Leone. Et c'est surtout la Guinée qui est touchée, où l'épidémie a débuté fin 2013, a été la plus durement touchée la semaine dernière, avec 27 cas rapportés, contre 7 la semaine précédente. Selon les derniers chiffres, Ebola a infecté un total de près de 27 000 personnes et fait 11 120 morts, principalement en Guinée et en Sierra Leone, mais également au Libéria voisin, déclaré exempt de la maladie le 9 mai dernier. Notons que l'OMS tient sa 68e Assemblée mondiale de la santé du 18 au 26 mai à Genève concernant la gestion de l'épidémie d'Ebola. L'on peut déjà retenir que la réforme de l'OMS a été entérinée ce mardi 19 mai. Parmi les changements apportés au terme de cette réforme, l'on peut citer la création du programme unique pour les urgences, doté d'une équipe destinée à être rapidement déployée sur le terrain avec un objectif, faire face aux crises sanitaires à venir. Léa, bonsoir. Bonsoir, Sampérode. Alors, vous avez suivi depuis quelques jours l'actualité en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria, où Ebola semble traîner les pas. On pensait que le virus s'était tiré, mais il réapparaît. Comment expliquer cette situation? Sampérode, déjà je voudrais rappeler que l'épidémie Ebola a débuté en Afrique de l'Ouest en fin 2013 et depuis c'est devenu un problème de santé publique. Et les pays les plus touchés sont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria voisin qui a été déchargé de la maladie depuis le 9 mai dernier. Et pour répondre à votre question, l'annonce officielle de la fin de l'épidémie. De la fin de l'épidémie, voilà, au Libéria notamment, parce que ça a été déclaré le 9 mai, ne signifie pas que le virus a pour autant disparu de l'Afrique de l'Ouest. Il reste encore des cas, et notamment en Guinée et en Sierra Leone. Et la semaine qui s'est écoulée, 39 nouveaux cas ont été enregistrés en Guinée et en Sierra Leone. Et le pays le plus touché, malheureusement, est la Guinée. Alors le problème de l'épidémie Ebola, je veux souligner, c'est
plutôt la faiblesse du système de santé qui est affaibli dans ces pays-là, et aussi le problème de pauvreté et les conflits dans ces pays. Alors, Michel Épée, on espérait quand même que le virus Ebola ne réapparaîtrait pas aussi rapidement. Voilà que cette semaine, on annonce qu'en Guinée, en Guinée et en Sierra Leone, le virus refait son apparition, il y a de nouveaux cas. Est-ce que l'OMS et les gouvernements de ces différents pays ne sont pas allés trop vite en besoin? Écoutez, il y a 2 semaines sur ce même plateau, il y avait également Léa Thiam. Nous avons clairodé, nous avons pavoisé en chantant l'éradication définitive du virus Ebola. Et je pense que nous sommes peut-être allés très vite en besoin, parce que depuis des mois et des mois, nous appelons de nos voeux la fin de cette tragédie. Et Léa Thiam le rappelait, rappelait des chiffres qui font froid dans le dos. Oui, déjà, depuis le début de l'épidémie, plus de 27 personnes ont été infectées, 27 000 personnes, autant pour moi, ont été infectées, et ce virus a causé la mort de plus de 11 000 personnes. Ok, alors donc, je crois qu'il faut continuer à vigilance gardée, c'est-à-dire qu'on n'est pas au bout de nos peines. Et Léa le disait tout à l'heure, on a été stupéfait d'apprendre effectivement qu'il y a de nouveaux cas. Et encore présents en Guinée, en Sierra Leone. En Guinée-Conakry, en Sierra Leone, on n'est pas au bout. Les autorités guinéennes et Sierra Leone ne sont pas au bout de leur peine par rapport à cette maladie. Mais de ce que je crois comprendre, et je pense que Léa pourra l'annoncer tout à l'heure, l'OMS a été obligé de faire une réforme qu'on appelle nos voeux depuis. Lors de l'Assemblée générale, l'organe décisionnel a approuvé une hausse de son budget d'ici 2016 à 2017 afin de permettre un renforcement au système sanitaire de ces pays-là. Et Ebola n'y est pas pour rien. Effectivement. Alors, est-ce que l'OMS et le gouvernement concernés par l'épidémie pensent pouvoir éradiquer le virus? Si oui, dans combien de temps? Et comme je venais de le souligner, ils ont décidé d'augmenter leur budget d'ici 2016 à 2017 pour renforcer ce système sanitaire. Mais le problème du renforcement de financement au niveau de ces pays-là, au niveau du système de santé, n'est pas une solution pour éradiquer la maladie, dans la mesure où le comportement doit changer au niveau de ces pays, parce qu'il y a une forte corruption, et c'est la corruption qui fait en sorte que certains budgets sont mal gérés. Parce qu'aujourd'hui, l'OMS décide d'augmenter son budget afin de renforcer le système sanitaire de ces pays, mais est-ce que la corruption ne pourrait pas être un frein au solutionnement de l'éradication et la propagation de ce virus, malgré les efforts financiers que l'OMS... Vous parlez de comportement. Est-ce que la solution ne se trouverait pas chez la population? Je dirais... Michel Épée. Écoutez, les problématiques sur toutes ces problématiques de santé publique, je pense qu'au-delà de l'OMS, il faudrait que dans l'ensemble des régions, on l'a évoqué notamment quand on évoquait l'intégration régionale en Afrique centrale la semaine dernière, qu'il faudrait effectivement faire en sorte que tous ces pays ont un système de santé intégré. Et je pense que l'OMS, dans les réformes qu'elle a mises en place, s'est fait l'écho de ce que nous tentons de traduire en créant un programme unique et qui serait capable de déployer de façon opérationnelle sur le terrain. Dans ce programme, on renforcerait un certain nombre de services de santé, les budgets seraient naturellement en augmentation, et que la formation du personnel de santé sera encore prise avec beaucoup plus de célérité. Alors, les différents gouvernements, les différents États, notamment le Libéria, la Guinée-Conakry et la Sierra Leone, ont demandé une aide supplémentaire, notamment aux États-Unis, à d'autres bailleurs de fonds. Est-ce qu'aujourd'hui, cette aide est nécessaire, notamment au Libéria, où il me semble que l'épidémie... a déjà été déchargée depuis le 9 mai dernier. Oui, aujourd'hui, les pays où l'épidémie reste encore présente, c'est au niveau de la Guinée et la Sierra Leone qui a enregistré plus de 30 cas la semaine écoulée, comme je le disais. Écoutez, la problématique du cordon sanitaire se pose avec acuité. Il ne faut pas attendre
qu'une épidémie se manifeste avec autant de brutalité qu'Ebola pour pouvoir créer les conditions d'anticipation. Et je crois donc que l'un des problèmes auxquels tous ces pays auront à faire face, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais d'épidémie comme Ebola, dans le sens où effectivement elle n'était pas préparée à ces nouvelles menaces en matière de politique de santé publique. Alors je crois donc qu'à la suite de cette grosse pandémie, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises à la suite des prises de conscience. Et donc l'OMS, avec un certain nombre d'autres organisations qui sont articulées autour des problèmes de santé, ont donc décidé de faire en sorte de mieux coordonner leurs efforts par rapport au combat qu'elles mènent dans ce dispositif de santé publique. Alors Léa, peut-être une dernière question. Maintenant qu'il y a eu ces nouveaux cas, quelle est la programmation, ou du moins peut-on penser que dans les semaines à venir, il y aura de nouveaux cas? Est-ce qu'il faut nécessairement attendre l'aide internationale? Est-ce qu'il faut attendre nécessairement l'aide de l'OMS, des bailleurs de fonds? Là, de façon très concrète, où vont ces pays avec cette maladie? Mais comme M. Epé venait de le signaler, la population doit effectivement, M. Michel Epé, la population doit avoir une prise de conscience vis-à-vis de cette épidémie qui a fait plusieurs morts. Donc cette épidémie qui n'a pas déjà de vaccin, qui n'a pas de remède, il faut tout simplement prendre conscience que c'est un virus meurtrier. Alors se tenir comme il faut vis-à-vis de la maladie, je me dirais, prendre déjà un état, être conscient que la maladie existe, c'est ce que je peux conseiller à la population, aux populations de ces pays qui sont concernés par l'épidémie. En tout cas, Léa, merci d'être venu sur ce plateau. En attendant l'arrivée de Dina Kossou pour les principaux titres du 20h, vous allez nous quitter. Michel Epé, peut-être revenir sur les efforts consentis aussi par ces États, parce que c'est des États pauvres, des États fragiles, mais qui ont quand même mis de la volonté dans cette lutte contre l'épidémie Ebola. Écoutez, je pense que l'affaire Ebola a révélé plusieurs choses. La première, c'est d'abord l'effet poreux du dispositif en matière de protection des populations dans le cas de pandémies de cette sorte. La deuxième chose que cette maladie a révélé, c'est le manque d'organisation par rapport à tous les dispositifs de santé publique qui seraient capables, dans tout type de scénario, de se mettre en branle pour maintenir le cordon sanitaire. Et puis la troisième chose, c'est le dispositif de communication qui n'a jamais existé entre, effectivement, les gouvernants et puis les populations. Parce qu'il est une chose, effectivement, que de tirer la sonnette d'alarme au moment où il y a 1000 morts, 2000 morts, mais il en est une autre, effectivement, que de prévenir ce type de fléau. Donc ça suppose donc de mettre en place un dispositif de communication permanente et amener les populations, parce que c'est aussi un problème sanitaire qui se pose avec acuité, c'est-à-dire que la maladie a surtout décimé dans les zones les plus pauvres. Donc ça suppose donc que les gouvernants, on ne le dira jamais assez, doivent se pencher par rapport à tous les dispositifs nécessaires pour sécuriser les populations les plus démunies, les plus défavorisées dans tous ces pays. En tout cas, merci Michel Epé, merci à Léa Atsam qui n'est plus avec nous, mais en tout cas, on a bien compris que la Guinée-Conakry et la Sierra Leone ne sont pas sortis de l'auberge, mais que les efforts consentis par les gouvernements de ces pays et par l'OMS pourraient leur permettre de s'en sortir. Nous sommes là avec Dina Kossou. Dina Kossou, bonsoir. Bonsoir. Alors, les principaux titres de l'actualité? Justement, chers téléspectateurs, bonsoir. Voici le condensé de l'actualité de ce soir. Nous commençons en économie. Le Maroc et le Sénégal ont signé des accords portés sur un modèle de partenariat pionnier, viable et promoteur, enrichissant à fructifier le capital précieux de leur solidarité agissante et fortifier leur partenariat exemplaire. Judith Goindo s'en fait l'écho. Le roi Mohamed VI du Maroc et le président sénégalais Macky Sall ont manifesté leur volonté inébranlable d'enclencher une nouvelle dynamique et de donner un coup d'accélérateur
aux échanges économiques et commerciaux entre les deux pays pour servir les intérêts des populations locales, gage de la pérennité d'une coopération prometteuse. La signature jeudi dernier à Dakar de 13 accords bilatéraux dans différents domaines de coopération entre les deux pays frères à l'occasion de la visite du roi Mohamed VI au Sénégal s'inscrit dans cette logique immuable de la consolidation de la coopération bilatérale bâtie sur le socle de la confiance mutuelle. Il vise également à enrichir le cadre juridique très dense de la coopération maroco-sénégalaise. La mise en place d'un groupe d'impulsion économique et la promotion du partenariat public-privé confèrent en outre une importance particulière à la coopération institutionnelle entre les deux pays, en ce sens que ces initiatives renforceront le cadre de pilotage économique bilatéral. Aussi, la coopération sectorielle, surtout dans les domaines de l'agriculture, du tourisme et de l'industrie, imprime une nouvelle impulsion à l'arsenal institutionnel et juridique régissant le partenariat fécond qui ne cesse de se renforcer entre le Maroc et le Sénégal. Restons en économie longtemps considéré comme un simple poste militaire avancé pour les grandes puissances. Djibouti entend faire fructifier sa position stratégique à l'entrée du golfe d'Aden pour devenir la plateforme commerciale de l'Afrique de l'Est. Reportage de nos confrères de l'AFP. Longtemps considéré comme simple poste militaire, Djibouti, petit pays de la Corne de l'Afrique, veut faire fructifier sa position stratégique. À l'entrée du golfe d'Aden et en bordure de l'un des couloirs maritimes les plus fréquentés du monde entre l'océan Indien et le canal de Suez, Djibouti s'est lancé dans de vastes projets d'infrastructures. On a toujours dit que Djibouti était la terre de rencontre et des échanges. Je pense que ce terme nous va vraiment. Et là, on est en train de prouver, on est en train de faire le schéma de Dubaï, même de Singapour. Pour l'instant, les ports du pays desservent essentiellement l'Éthiopie et ses 90 millions de consommateurs, mais l'ambition est de s'étendre à l'ensemble du continent. Ici, une entreprise chinoise travaille sur la construction d'un nouveau chemin de fer reliant la capitale d'Éthiopie, Addis Abeba, à Djibouti. Avec ses développements maritimes et terrestres, le pays souhaite se positionner comme la porte d'entrée de l'Asie vers l'Afrique, à commencer par le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Sur 17 pays enclavés dans le continent, nous avons 10 dans la zone COMESA avec 400 millions d'habitants. Donc ces pays-là ont besoin d'infrastructures maritimes portuaires pour commercer avec le reste du monde. Au total, 14 projets d'infrastructures pour un montant estimé à 14,4 milliards de dollars sont en cours, essentiellement financés par des banques chinoises, des investissements colossaux pour un pays de moins d'1 million d'habitants. Avant le prêt, on prenait les banques mondiales, les institutions occidentaux, des Bretton Woods, et il y avait un certain contrôle. On disait, vous avez pris tel prêt, tel prêt, tel prêt, ces prêts-là, il n'est pas nécessaire. Vous avez mal géré, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, avec les Chinois, on prend tout le prêt possible et à tous les projets, c'est eux qui gèrent, aucun contrôle. Le pari du gouvernement de Djibouti, c'est la forte croissance économique de l'Afrique pour espérer devenir un jour le Dubaï du continent. Une information aussi politique, les Éthiopiens étaient appelés aux urnes ce dimanche en le calme pour des élections législatives et régionales. Un scrutin sans enjeu ni surprise qui devrait reconduire l'actuel Premier ministre et dont la seule inconnue est l'ampleur de la victoire de la coalition au pouvoir depuis 1991, compte rendu d'Abdelaziz Maïga. L'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, était aux urnes ce dimanche pour des élections générales. Ces scrutins pour lesquels 36,8 millions d'électeurs sont inscrits pour élire 547 députés de la Chambre des représentants du peuple et les membres des assemblées régionales sont les premières depuis la mort de l'homme fort du pays, Meles Zenawi. Dès 6 heures locales, les bureaux de vote ont ouvert dans la capitale Addis Abeba et les électeurs affluaient dans les bureaux de vote. Je suis un athlète, je vote aujourd'hui pour la première fois et j'ai voté pour le parti et j'espère que c'est le bon. C'est important pour moi de voter. Le fait qu'il y ait des élections est une bonne chose. La situation est meilleure qu'avant. Maintenant, on peut lire les candidats qui nous plaisent. Dans ce pays, le vote se déroule comme il se doit. Les gens votent sans subir de pression, élisent qui ils veulent. Il n'y a pas de problème pour l'instant et je pense pas qu'il y en aura. On verra.
Le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens qui domine sans partage depuis un quart de siècle, le pays et ses 94 millions d'habitants, est assuré de l'emporter une nouvelle fois. L'Éthiopie, pôle de stabilité régionale, est considérée par les Occidentaux et les États-Unis comme un allié clé dans la lutte contre l'extrémisme islamiste dans la Corne de l'Afrique. Les premiers résultats préliminaires sont attendus dans moins d'une semaine et les résultats définitifs, quant à eux, seront publiés le 22 juin prochain. Santé à présent, près de 3000 nouveaux cas de choléra ont été enregistrés en Tanzanie. Selon l'ONU, près de 400 malades sont recensés chaque jour parmi les réfugiés burundais qui se sont rendus dans ce pays en raison des crises politiques au Burundi. La situation inquiète les États-Unis. Léa Azam. Dans le nord-ouest de la Tanzanie, à Kaguna, plusieurs dizaines de milliers de réfugiés burundais fuyant les violences politiques sont atteints de choléra en raison des mauvaises conditions sanitaires, la chaleur, la surpopulation et la pollution. Selon l'agence onusienne, 31 personnes sont déjà mortes de cette maladie. L'épidémie continue de s'aggraver. À ce jour, environ 3000 cas ont été signalés et ce chiffre augmente de 300 à 400 personnes par jour. Les nouveaux cas sont surtout à Kagunga et dans les régions voisines. À ce rythme, on peut s'attendre à davantage de cas dans les prochains jours jusqu'à ce qu'on arrive à reprendre le contrôle de la situation. L'Agence des Nations Unies a mis en place une opération d'urgence pour permettre de prévenir la maladie. Les mesures préventives sont essentielles. Accès à l'eau, hygiène et les 2 premiers jours du traitement sont particulièrement importants pour réhydrater les gens. Malgré les efforts déployés en matière d'hygiène par l'ONU, l'épidémie signalée cette semaine par le gouvernement tanzanien revêt une dimension inquiétante. On s'attend malheureusement à ce que les choses s'empirent parce que les mesures préventives et les traitements prennent du temps. Mais on espère que dans 5 à 7 jours, on commencera à avoir un revirement. Les 110 000 Burundais forcés de quitter leur pays au cours des dernières semaines à cause d'une crise politique vivent dans des conditions précaires. Un appel aux dons aux immigrants burundais a été fait par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et nous parlons à présent du sport pour revenir justement sur cette compétition qui se tient actuellement à Libreville, le Gabon. Le Stade Mandji s'est fait éliminer hier lors des demi-finales par le club égyptien Al Ahly sur un score de 25 buts à 22. Malgré son combat rude à franchir la porte de la finale, le club port-gentil a vu malheureusement son rêve s'écrouler pour la finale. Michel Zehi. Après avoir franchi l'étape des demi-finales, le club gabonais Stade Mandji de Port-Gentil s'est malheureusement fait éliminer à domicile par El Ahly du Caire hier samedi 23 mai au gymnase du Prytanée militaire sur un score de 25 buts contre 22. Le Stade Mandji, sur lequel reposaient tous les espoirs du peuple gabonais, n'a pas pu se qualifier pour la finale malgré son combat rude face aux Égyptiens qui étaient déterminés à remporter cette victoire. Lors de la première mi-temps, les Gabonais vont livrer une véritable bataille et croiser le fer avec leurs adversaires dans un match où on enregistrera régulièrement des scores très serrés et plein de buts ratés de la part des 2 formations. Boosté par un public venu nombreux, Stade Mandji va tenter de pousser le bouchon plus loin en allant puiser au fond de sa réserve, mais les Égyptiens s'imposent et marquent le maximum de points en première mi-temps. Le club El Ahly prendra donc de l'avance en première mi-temps, 13 buts à 12, soit d'un point d'écart. Lors de la reprise de la deuxième mi-temps, Stade Mandji s'arme de courage et va tenter de rattraper le score. La tension monte et le match devient très physique et plus engagé. Mais les Égyptiens vont continuer de mener la danse en creusant le score à plusieurs reprises avant de prendre définitivement le dessus sur les Gabonais, visiblement dépassés par les événements, et finalement remportent la rencontre. La finale de la 31e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball opposera donc l'Espérance sportive de Tunis à El Ahly du Caire, tandis que le match de classement confrontera le club africain de Tunis au Stade Mandji du Gabon. Alors peut-être ajouter en ce qui concerne cette information, nous allons peut-être donner le résultat final de cette 31e édition. Chez les dames, retenez que Primeiro de Agosto de l'Angola s'est imposé face à Africa Sport de la Côte d'Ivoire sur un score final de 36 buts à 23. Donc Primeiro de Agosto est donc l'équipe championne. Alors chez les hommes, l'Espérance de Tunis s'est imposée face à Al Ahly du Caire, un score final 27 buts à 26 et donc une victoire à l'arraché. Sans parole, voici ce qu'il fallait retenir de l'essentiel de l'actualité ce soir. Merci Dina Koussou, mais vous ne partez pas puisque vous avez traité cette semaine
l'actualité congolaise, marquée notamment par l'invitation de Denis Sassou Nguesso à l'opposition. Il les invite à discuter, à parler, puisqu'il est soupçonné par l'opposition de vouloir briguer un nouveau mandat, alors que la Constitution le lui interdit, compte tenu du fait qu'il a atteint, enfin en 2016, il n'aura plus l'âge de se présenter. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce genre de dialogue que le voisin congolais, c'est-à-dire Joseph Kabila, avait déjà proposé à ses adversaires politiques? Qui a été refusé d'ailleurs, un dialogue en RDC qui a été refusé, mais pour revenir au cas du Congo, il faut quand même rappeler que c'est dans un moment où l'opposition congolaise réclame un dialogue. C'est vrai que le débat sur la révision constitutionnelle divise la société congolaise, mais il faut quand même souligner qu'on a aussi une opposition qui est en perte de vitesse, qui est à la recherche d'un homme fort à l'exemple des opposants comme Pascal Lissouba ou encore, pour ajouter l'opposant Bernard Kolela, des personnes comme ça, il n'y en a plus dans l'opposition congolaise. Donc vous comprenez que le président Denis Sassou Nguesso est quand même dans une bonne position où il peut proposer le dialogue, parce qu'en face de lui, en réalité, il n'y a pas d'homme fort pour faire le poids. Alors, quelles seraient les conséquences d'une telle démarche s'il arrivait effectivement à modifier la Constitution, une intention que lui prêtent ses adversaires politiques, Michel Épée? Écoutez, avant de répondre directement à la question, je voudrais infléchir quelque peu la position de Dina, en disant que c'est vrai qu'il n'y a pas au sein de l'opposition une figure charismatique capable de tenir l'engagement au tel exécutif congolais actuel, mais il me semble aussi que Denis Sassou Nguesso ne vit pas dans une bulle, qu'il n'est pas un homme politique autiste. Il a vu ce qui se passe au Burundi, il a vu ce qui s'est passé à Ouagadougou il n'y a pas très longtemps, et je crois donc qu'il va rechercher un minimum de consensus, même si j'anticipe déjà en répondant à votre question, il va rechercher un minimum de consensus, même s'il va modifier la Constitution. La deuxième chose, c'est que c'est les Ardés, le front présidentiel, qui avait en son sein l'ancien parti de Pascal Lissouba ces derniers temps, et aussi une partie de l'ancienne formation politique de Bernard Kolela, que Dina Koussou a évoqué tout à l'heure. Et je crois donc qu'il aurait plutôt intérêt à ne pas passer en force et à discuter avec les opposants. Et la deuxième chose, je pense que cette stratégie peut être la bonne, et là j'en conviens avec Dina Koussou, ça lui permettrait sûrement d'apparaître comme un homme qui est capable de parler avec ses adversaires politiques. Et puis, au terme de ce dialogue, on verrait effectivement qu'il n'y a peut-être pas d'interlocuteur crédible pour pouvoir effectivement faire avancer le débat politique dans son pays. On revient en tout cas sur cette affaire. Rapidement, 3 hommes ont été arrêtés à Sam, dans le nord du pays, dans le nord du Gabon, par la gendarmerie. Le premier pour avoir tué une panthère en complicité avec le second, et pour avoir commercialisé la peau de la panthère en complicité avec le troisième. L'acheteur était un prêtre de l'église catholique affecté à Mindig, Monseigneur Fidèle Okwengu, qui a été trouvé en possession des 2 peaux de panthère. Il est âgé de 79 ans et n'a pas été gardé en vue apparemment à cause de son âge, mais peut-être aussi à cause de ses contacts et de son statut, selon des sources concordantes. Dina Koussou, est-ce que vous êtes choqué? Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un prêtre, comme tout autre citoyen, continue avec ses pratiques? Étonnant, choquant, normal? Écoutez, vous allez peut-être être étonné de ma déclaration, mais j'ai envie de vous dire, comme je l'ai dit la semaine dernière, plus rien ne me choque en Afrique, malheureusement. Et c'est mon modeste point de vue. Donc aujourd'hui, qu'un prêtre, quelqu'un qui appartient à une communauté religieuse, soit aujourd'hui... Et qui est censé sensibiliser, hein, justement, n'est pas emprisonné alors qu'il doit l'être, est libéré parce qu'il aurait un statut particulier. C'est vrai que ça me choque, mais après, je pense que quand on est habitué à certaines réalités africaines, après, je ne dis pas que je suis pessimiste quant au changement et à la progression de ce beau continent, mais en réalité, pour moi, en Afrique, malheureusement, plus rien ne m'étonne. Et je ne suis pas choquée, mais je me dis juste... Comment on va encore faire, comme disent les autres dans certains quartiers africains, parce qu'on ne sait plus où on va finalement. Et je m'arrêterai là modestement. Michel Épée, est-ce que le braconnage peut être vaincu au Gabon, où souvent des responsables administratifs dans les provinces sont tenus pour coupables
dans des affaires de braconnage? Écoutez, je dirais aux téléspectateurs... On va bientôt boucler, donc on y va. Non, je disais effectivement que cet événement m'inspire deux choses. La première, c'est que toutes les politiques et stratégies mises en place pour éradiquer le braconnage montrent qu'elles ont des limites, que ce soit au Gabon ou partout ailleurs. La deuxième chose, et là j'en reviens à la réaction de Dina Koussou, si je soutiens le fait qu'elle ait fait son indignation, je vais simplement lui dire de ne pas désespérer, qu'elle appartient sûrement à une génération qui a du chemin à faire, mais tout est encore possible. Alors Michel Epin, dernier mot, en Zambie, on autorise à nouveau la chasse aux lions et aux léopards. Bonne chose, mauvaise chose pour les caisses de l'État, pour l'environnement. Qu'est-ce que vous en pensez, rapidement? Vérité à Libreville et peut-être à Yaoundé, mais erreur en Zambie. Pour moi, c'est une autorisation très controversée, en fait, qui vient susciter encore tous les débats au niveau de la scène nationale comme internationale, alors qu'on sait que ce sont des espèces quand même protégées. Voilà. Alors, très bien, merci en tout cas à tous les deux. Merci à Abdulaziz Maïga, à Uriel Abaga, à Judith Koindo, à Léa Atam, qui ont été sur ce plateau, qui ont bien voulu accepter de discuter sur les questions d'actualité qu'ils ont traitées tout au long de la semaine. Merci à vous de nous avoir regardés. C'est la fin de cette émission. Merci, à très bientôt.